Salam alaikum, Azul, Fillawen, Alhamdulillah, rakoum gah, bkhir. Écoutez, qu'est-ce qui se passe entre l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, et nos voisins du Sahel, que ce soit le Mali, le Niger ou le Burkina Faso? Qu'est-ce qui se passe? Quand on lit la presse, on a de quoi s'inquiéter. Regardez, Algérie-Mali, jusqu'où ira l'affrontement suscité par le drone abattu à Tinzaouatine? Regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez suivi comme moi, la nuit du 31 mars au 1er avril, l'armée algérienne a abattu un drone qui se dirigeait vers l'Algérie. Selon l'Algérie, il était déjà en territoire algérien. Selon le Mali, il était à quelques kilomètres du territoire algérien. Mais dans tous les cas, il se dirigeait vers l'Algérie. Pour l'Algérie, donc c'est une atteinte au territoire national, donc à l'intégrité nationale, et évidemment, vous savez que notre armée est là pour se défendre de toute attaque, même s'il s'agit d'un drone. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'Algérie et le Mali, qui entretiennent des relations historiques très anciennes, vous savez que dans les années 60, notamment au moment de la guerre des Sables, en octobre 1963, il y avait des soldats maliens et des soldats éthiopiens qui sécurisaient sur une longueur de 1000 km² la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Oui, nos frères maliens nous ont aidés à sécuriser cette frontière extrêmement sensible avec nos frères éthiopiens. À l'époque, il y avait des grands présidents. Il y avait le président malien, M. Modibo Keïta, qui a été victime d'un coup d'État en 1968 avant d'être emprisonné par son successeur. Il y avait du côté algérien le grand président Feu Houari Boumedienne, et juste avant, au moment de la guerre des Sables, 1963, Feu Ahmed Ben Bella. Mais l'environnement a changé, nous étions dans une période de décolonisation. Vous savez que en mai 1963, il y avait le lancement de l'Organisation de l'Unité africaine. L'idée était de faire en sorte que les conflits se règlent à l'amiable en ne remettant pas en question les frontières issues de la colonisation à la fois française et anglaise sur l'ensemble du continent africain. Bref, il y avait des grands esprits, une volonté panafricaniste réelle, et on essayait d'éviter par tous les moyens que les conflits diplomatiques dégénèrent en conflits armés. Alors c'est vrai que quand on voit ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali, on a des questions à se poser. Mais comment on est arrivé là? Comment c'est possible que des pays frères, vous savez qu'on est frères, par la géographie, par l'histoire, par la religion, vous savez qu'au Mali, la population a une écrasante majorité est musulmane. Et pourtant, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez, aussi bien que moi, il y a le nord du Mali qui est majoritairement touareg et qui voudrait avoir son indépendance, mais l'Algérie a signé la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et elle ne remet pas en question l'intégrité territoriale du Mali. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu une série de coups d'État au Mali, donc au début des années 2020, et il y a un gouvernement militaire au Mali qui, soutenu par le groupe de mercenaires russes Wagner, essaye de déstabiliser la région, et ce groupe de mercenaires russes de Wagner essaye d'empiéter sur cette zone d'influence de l'Algérie sur l'ensemble du Sahara et du Sahel. Et c'est là où on va se poser la question dans quelques minutes. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez qu'après la destruction du drone malien par l'armée algérienne, il y a eu ce qu'on appelle des rappels d'ambassadeurs, à la fois du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui sont alliés. Tous les trois sont des régimes militaires, mais ils sont alliés dans le cadre de l'AES. Ça veut dire que dès qu'un des trois pays est touché, de façon collégiale, ils réagissent de la même façon.
Ça nous rappelle les sombres chapitres de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où à cause de l'attaque d'un pays européen, cela a fini dans un embrasement militaire qui a coûté 50 et 70 millions de morts à l'échelle internationale. Bref, ces trois pays de l'AES se sont mis d'accord pour se fâcher collectivement avec l'Algérie, alors que l'Algérie n'a pas de problème avec le Niger ou le Burkina Faso. Donc, voyant cette escalade diplomatique, l'Algérie a décidé de ne pas nommer un ambassadeur algérien au Burkina Faso et a même décidé de mettre fin au trafic aérien entre l'Algérie et le Mali, et en représailles, ou selon la fameuse loi de la réciprocité, le Mali aussi a interdit tout survol aérien par des compagnies algériennes, donc sur son territoire. Bref, ça ne va pas. Alors le monde, bien sûr, est content. Le monde, c'est la France. Le monde, on lit l'article qui est paru hier, entre l'Algérie et les juntes sahéliennes, c'est-à-dire Mali, Niger et Burkina Faso, une crise diplomatique sans précédent. Et en sous-titre, après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rappelé leur ambassadeur à Alger, qui a aussitôt répliqué. Évidemment, les Français adorent voir leurs anciennes colonies se battre entre elles, se chamailler, développer des conflits artificiels. Ben oui, comme on dit, la désunion fait la force de nos ennemis. Plus nous serons désunis, plus la France sera contente. Parce que nous, on ne sait pas faire l'union fait la force. On n'y arrive plus, je ne sais pas pourquoi. Je parle de l'ensemble des pays africains. Alors, que dit le monde ? Par solidarité avec le Mali et en vertu du pacte défensif qui les lie au sein de l'Alliance des États du Sahel, donc AES, le Burkina Faso et le Niger ont fait de même, donnant à l'affaire une tournure régionale. L'Algérie a immédiatement répliqué en rappelant ses ambassadeurs au Mali et au Niger et en différant l'entrée en fonction de celui qui devait arriver au Burkina Faso. Et elle a également décidé de la fermeture de son espace aérien aux avions à destination en provenance du Mali, qui a appliqué par réciprocité la même mesure à son voisin. Vous croyez qu'on ira loin avec cette logique-là? Je parle de nous, pays africains. Pourtant, comme je vous l'ai dit, la situation entre l'Algérie et le Niger et le Burkina Faso s'améliorait ces derniers temps. Prenons l'exemple du Niger. C'est le pays qui m'intéresse le plus aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Alors le Niger, c'est un pays qui fait à peu près 2 fois moins la superficie de l'Algérie, donc c'est 1 266 000 km², autour de 29 millions d'habitants. Le Niger, pays à écrasante majorité musulmane, donc nous sommes des frères par la religion, vous le savez mieux que moi. À l'époque du président Bazoum, Mohamed Bazoum, avant qu'il se fasse destituer par un coup d'état militaire, il y avait déjà eu un problème de frontières. Les frontières étaient fermées. Vous savez qu'il y avait des groupes terroristes du Niger qui infiltraient le territoire algérien, et donc d'un commun accord, les frontières avaient été fermées entre le Niger et l'Algérie. Mais il y a eu un réchauffement le 14 juillet 2021, donc article du Moudjahid. Donc vous voyez qu'il y avait la visite donc du président nigérien en Algérie, avec la rouverture de la frontière terrestre entre les deux pays, chose qu'on a essayé de faire aussi entre le Maroc et l'Algérie à partir de 1989, à la conférence à Zeralda d'abord en 88 et ensuite la conférence à Marrakech entre les 5 pays d'Afrique du Nord le 17 février 1989. Donc il y avait un réchauffement entre le Niger et l'Algérie, donc en juillet 2021, de la même façon qu'il y avait eu ce réchauffement entre l'Algérie et le Maroc, donc en février 1989. Donc les choses allaient plutôt bien depuis 2021 entre le Niger et l'Algérie. Il y a même eu une visite en août 2024 du Premier ministre du Niger à Alger. Regardez, donc tout allait bien. C'était on était on va dire, en bonne intelligence. Il y avait même le ministre donc de l'énergie, Monsieur Mohamed Arkab, qui avec son ami ministre du pétrole nigérien, qui essayait
de mettre en place un vieux projet de passage du gaz du Nigeria au sud jusqu'à l'Algérie, et ensuite, en passant par la Tunisie, allait amener, exporter 30 milliards de mètres cubes de gaz du Nigeria vers l'Europe. Vous savez que l'Algérie exporte à peu près en Europe autour de 11% des besoins énergétiques en gaz, donc de l'Europe, contre 47% pour la Russie. Donc la Russie donc exportait avant la guerre en Ukraine 47% des besoins en gaz de l'Europe. Donc l'Algérie, en partenariat avec le Nigeria et le Niger, ambitionnait à peu près d'avoir les mêmes parts de marché que la Russie avant la guerre avec l'Ukraine. Donc il y avait d'excellentes relations entre nos deux pays, mais il y a eu un nouveau coup d'État aussi au Niger, et en octobre 2023, notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, avait proposé une médiation donc pour essayer de trouver une solution diplomatique et politique au Niger, mais à l'époque, donc le nouveau président militaire nigérien, donc le Niger, avait refusé la médiation de notre ministre des Affaires étrangères. C'est dur, hein, pas évident de faire de la politique à long terme dans les pays africains quand nous avons régulièrement des coups d'État. C'est dur. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir, mais pourtant il faut trouver une solution. Alors, malgré ces problèmes, donc d'abord je vous ai parlé du Mali, donc c'est pas le thème de cette vidéo, c'est simplement une introduction au thème réel, c'est la relation entre l'Algérie et le Niger. Donc malgré ces problèmes, malgré le coup d'État au Niger, il y a eu le 10 février 2025 la visite du ministre nigérien du pétrole à Alger. C'était une visite de travail. C'était très important. Alors, de quoi a-t-il été question lors de cette visite-là? Il a été question de ce fameux projet, donc d'un pipeline, donc un gazoduc, entre, comme je vous l'ai dit, le Nigeria au sud, il passe par le Niger, qui est un pays voisin du Nigeria, il arrive en Algérie, et ensuite il passe par la Tunisie, et il arrive en Italie et déverse 30 milliards de mètres cubes par an de gaz nigérian. Donc évidemment, c'est un projet qui devait mettre tout le monde d'accord, car ce sont des intérêts énergétiques, des intérêts financiers. Le Nigeria gagnait de l'argent, le Niger gagnait de l'argent, l'Algérie gagnait de l'argent, la Tunisie gagnait de l'argent, et l'Europe avait une sécurité énergétique en gaz et ainsi ne pourrait plus dépendre exclusivement, en tout cas pour moitié, du gaz russe. Donc ça, c'était le 10 février 2025. Il n'y a pas longtemps. C'est tout frais, il y a à peine 3 mois. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, vous connaissez notre magnifique pays, l'Algérie, le plus grand pays. Donc alors, ici, nous avons au sud le Nigeria. Donc le gaz partait du Nigeria, traversait le Niger. Donc c'est là où il fallait mettre les installations, le gazoduc. Et comme les installations existent en Algérie, à partir notamment de la Gaine, ça montait tranquillement vers le nord, Tunisie et Italie. Donc tout marchait très bien, n'est-ce pas? Tout marchait très bien. Projet magnifique, date de 1980, il y a eu beaucoup d'aléas en Algérie, on a eu des présidents nouveaux, on a eu Boumediene, on a eu Chadli, on a eu Boudiaf, on a eu Zarouel, on a eu Bouteflika et Tebboune. Donc c'est dur les projets, vous vous rendez compte, depuis 1980, c'est-à-dire 45 ans, on n'arrive pas à mettre en place un projet qui est pas compliqué, voyons. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Pourquoi on met autant de temps à mettre en place des projets en Afrique? Pourquoi on met autant de temps? C'est la question qu'il faut se poser. Car l'instabilité politique empêche de mettre en place des projets sur le long terme et qui sont bénéfiques à la fois pour nos États africains, pour nos peuples africains et pour nos économies africaines. Mais les susceptibilités des uns, les rivalités avec d'autres, ont eu raison de la faisabilité de ces projets-là. Donc ça, comme je vous ai dit, il y a la visite du ministre
du pétrole du Niger en Algérie le 10 février, et le 11, à Alger, il y a eu un accord historique entre Alger, Abuja, donc le Nigeria, et Niamey, le Niger, qui ont signé des accords pour accélérer la réalisation du gazoduc transaérien. C'était magnifique. Il n'y a pas longtemps, hein. 11 février 2025. On est quoi? Mars, avril, ça fait 2 mois. 2 mois, Barca. En 2 mois, comment les choses ont dégénéré. Extraordinaire. Donc je lis l'article du Monde avec l'AFP. L'Algérie, le Nigeria et le Niger ont signé mardi 11 février à Alger des accords pour accélérer la réalisation du projet du gazoduc transaérien qui s'appelle TSGP pour Trans-Saharan Gas Pipeline en anglais, donc long de plus de 4000 km qui doit permettre d'acheminer du gaz nigérien vers l'Europe selon l'agence de presse service algérienne. Donc c'était bon. Donc ce gazoduc, donc entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie, donc il devait exporter donc les 30 milliards de mètres cubes vers l'Europe grâce à ce gazoduc Transmed aussi qui relie l'Algérie à l'Italie, en passant par la Tunisie et sous forme de GNL. GNL, c'est gaz naturel liquéfié, donc qui est transporté par méthanier, donc par bateau. Donc il y avait 2 voies possibles de transport de ce gazoduc, donc tuyau, donc pour la partie terrienne, et par le Transmed entre la Tunisie et l'Italie, et par bateau, ce qu'on appelle les méthaniers. Méthaniers, ce sont les gros bateaux qui transportent du gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié. Et donc, ces 3 pays ont signé un contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité, un contrat de compensation et un accord de non-divulgation, c'est-à-dire secret, entre leurs sociétés énergétiques. Alors, il faut savoir que 2 ans et demi avant, donc le Nigeria, l'Algérie et le Niger avaient signé lors d'une réunion ministérielle un protocole d'accord pour la construction de ce gazoduc précisément de 4128 km sans fixer de date de mise en route. Vous avez vu, entre nos pays africains, c'est compliqué de se mettre d'accord sur des dates. Lors du lancement du projet en 2009, vous imaginez, 2009, le coût de ce gazoduc était estimé entre 10 et 13 milliards de dollars. Normalement, l'Algérie devait consacrer une bonne partie du financement de ce gazoduc. Et le gazoduc, donc, devait aussi permettre l'alimentation en gaz des pays du Sahel. Donc, tout le monde était gagnant dans cette affaire. Eh oui, tout le monde était gagnant. Alors, ce gazoduc, quelle était la part de chacun? Figurez-vous que l'Algérie, donc la Sonatrach et la NNPC, devaient avoir 90% donc des actions de ce gazoduc, et la Compagnie nationale du pétrole nigérienne, donc du Niger, devait avoir 10%. Donc ça avait été déjà négocié en juillet 2016. C'est pas moi qui le dis, c'est dans toute la presse. Donc ce sont des informations que vous pouvez vérifier. Mais évidemment, notre voisin de l'Ouest, le Maroc, ça ne lui a pas plu, parce que lui, il veut développer un autre projet. Et donc, en décembre 2016, comme il voyait que ce projet de gazoduc ne se réalisait pas, le roi du Maroc, donc Monsieur Mohamed VI, a pris les devants et a signé avec le gouvernement du Nigeria une étude de faisabilité. Mais pas pour rentrer dans le projet entre le Nigeria et l'Algérie, non, un projet concurrent. Oui. Comme disait Ibn Khaldoun, les Arabes, entre guillemets, se sont mis d'accord pour pas s'entendre. Là, vous avez un cas typique du sabotage interafricain. Et donc, son projet, c'était de relier le gaz du Nigeria au Maroc, mais en passant par la mer. Eh oui, en étendant le gazoduc déjà existant, et il appelait ça le West African Gas Pipeline qui relie le Nigeria au Bénin, donc plutôt vers le sud, parce qu'il y a le Nigeria aussi fait passer son gaz par le Bénin. Et donc le 22 septembre 2021, le ministre du pétrole du Nigeria, Monsieur Silva, a annoncé que son pays allait entamer la construction d'un gazoduc pour transporter le gaz nigérian vers l'Algérie. Donc il n'était pas trop d'accord avec la version marocaine du projet. Mais c'est comme ça. On est les rois du sabotage en Afrique. On adore saboter, on adore briser des projets, briser des rêves, briser des espérances. Alors maintenant, je vais vous faire part d'une étude qui est parue en juin
2024 de l'école de guerre économique. Donc, il faut un peu lire, hein, il y a 9 pages. 9 pages. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Franck-Olivier Yao. Et donc, elle parle de quoi de cette étude? De la confrontation informationnelle sur les gazoducs entre l'Algérie et le Maroc. Donc, en clair, comment l'Algérie et le Maroc se sabotent mutuellement sur ce projet qui devrait intéresser les pays africains et assurer l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Oui, on adore se saboter. C'est le plaisir de saboter le projet de l'autre. Ah, vous savez qu'à la base, c'est un projet qui lie 3 pays africains. Le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Mais nos frères marocains, évidemment, sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ils veulent tout pour eux, nos frères marocains. Moi, je les aime beaucoup, nos frères marocains. Mais quand ils exagèrent, il faut bien leur dire. Ah, ils ont exagéré sur le Sahara occidental, alors je leur ai expliqué gentiment que le calife de l'ensemble de l'Afrique du Nord, et donc du Maroc, était un Algérien, et un Adroma. Vous savez, il faut faire attention, il ne faut pas trop titiller l'Algérien. Allez, bismillah, on y va. Que dit cette étude du 3 juin 2024 de l'école de guerre économique? Elle dit qu'il y a 2 projets concurrents. Donc le projet du gazoduc entre l'Algérie, le Nigeria et le Maroc, NMGP, donc ça c'est le premier, via la côte ouest africaine, et le gazoduc, donc Nigeria, Niger, Algérie. Pardon, excuse-moi, je reprends pour éviter la confusion. Donc le gazoduc Nigeria-Maroc, donc qui passe par l'océan Atlantique, NMGP, via la côte ouest africaine, et le gazoduc entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie, qui s'appelle Nigal, qui est connu sous le nom de TSGP à travers le Sahel. Donc, pour visualiser, le gazoduc Niger-Algérie, il fait 4128 km. Donc, qui passe par la terre, mais le gazoduc qui passe par 13 pays ouest africains, il est 1500 km plus long, c'est-à-dire 5660 km. Voilà, 5660 km. Donc, c'est le projet défendu par le Maroc, et le projet défendu par l'Algérie, il ne fait que 4128 km. Donc, 1500 km. Donc, sur le plan économique, vous dites ça à n'importe quel enfant de 6 ans, il vous dira que le projet le plus rentable, c'est le projet algérien, pour une raison simple. Car sur 2000 km, c'est-à-dire le territoire du sud au nord algérien, les installations gazières existent déjà, il y a déjà un gazoduc. Donc, il faut simplement s'occuper de la partie qui concerne, qui lie le Nigeria au Niger, c'est tout. Et ça va vite. C'est très rapide. Alors que pour le projet marocain, il faut faire un gazoduc donc qui passe sur l'océan Atlantique, sous l'océan Atlantique. Il faut le faire de A à Z, 5660 km. Donc il n'est absolument pas rentable le projet marocain. Mais pour des raisons politiques, c'est toujours mieux de saboter le projet algérien. Donc vous avez vu que ce qui nous oppose, en tout cas Algérie et le Maroc, c'est pas simplement la question du Sahara occidental, c'est pas simplement la question de la drogue qui passe par le Maroc. C'est aussi une rivalité, un problème de leadership africain. C'est-à-dire que le Maroc ne veut pas voir l'Algérie être le leader énergétique sur l'ensemble du continent africain. Alors cette étude, donc comme je vous l'ai dit, ce projet de gazoduc entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie date de 1980, donc c'est 4128 km. Donc c'est 30 milliards de mètres cubes de gaz. Donc regardez, c'est pas moi qui le dis. Et le projet est évalué à 13 milliards de dollars. Vous savez qu'on a 70 milliards de réserves, donc on peut financer sans problème. Et comme on a 90% du projet, c'est facile à rentabiliser. Alors, l'Algérie essaie d'avoir des arguments pour essayer de convaincre le Nigeria. Vous savez que le Nigeria, c'est un pays très instable sur le plan politique. Vous savez que l'armée joue un rôle très important, notamment dans le nord du Nigeria. Le nord du Nigeria est majoritairement musulman et le sud du Nigeria, là où il y a le gaz et le pétrole, est majoritairement chrétien. Mais c'est l'armée qui a le pouvoir, notamment grâce à sa présence massive dans le nord du pays, du nord du Nigeria. Donc il y a beaucoup d'interlocuteurs différents au Nigeria. Donc parfois il y a certains interlocuteurs qui sont favorables au projet marocain et d'autres qui seraient favorables au projet algérien, à la fois pour des considérations religieuses
comme je vous ai dit, le sud, là où le gazoduc passerait, sont chrétiens, alors que le nord, là où le gazoduc qui relierait avec le Niger, sont musulmans. Considération économique, il y a beaucoup de lobbies, chacun va avoir sa part du marché, et des considérations de corruption. Voilà. Vous savez que le Nigeria est un pays extrêmement corrompu. Et donc, si vous ne me donnez pas d'argent, le projet n'aboutit pas. Il y a même une grande entreprise américaine texane qui s'appelle KBR, qui était la maison mère de BRC en Algérie à l'époque. Vous vous souvenez, en 2007, BRC, c'était une entreprise moitié américaine, moitié algérienne, avec à sa tête Adour, qui avait été condamné déjà à l'époque pour espionnage, ensuite pour corruption, il est en prison aujourd'hui. Donc cette entreprise KBR avait donné à peu près 590 millions de dollars de pots de vin pour remporter des contrats gaziers et pétroliers à hauteur de 6 milliards de dollars. Et la justice américaine avait sanctionné KBR et avait même emprisonné, condamné à 30 mois de prison le président américain de KBR. Donc voilà, tout ça pour vous dire, le Nigeria fonctionne beaucoup au pot de vin. Un peu comme notre pays, autant de Shaki Pralé. Vous savez que l'entreprise italienne Saipem a donné 198 millions de dollars à Shaki Pralé et à ses amis pour remporter 11 milliards de dollars de contrats en Algérie. C'est aussi ça le problème de l'Afrique. C'est la corruption. Donc voilà, si vous voulez lire cette étude, elle est magnifique. Elle date du 3 juin 2024. Confrontation informationnelle sur les gazoducs entre l'Algérie et le Maroc. Et vous voyez qui est en train de saboter ce projet. Alors, je reviens à la question du Niger. À partir du moment où nous avons un projet qui est essentiel au développement économique et énergétique de l'Algérie, c'est-à-dire le gazoduc qui passe entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Donc ce projet-là, ici, 4128 km. L'Algérie, en tant qu'État, en tant qu'institution, en tant que peuple, n'a pas le droit de se fâcher avec le Niger. Nous n'avons pas le droit. Donc oui, le Niger, en solidarité avec le Mali et en collaboration avec le Burkina Faso, a décidé de suivre bêtement, j'aimerais dire, la ligne de Bamako, alors que nous sommes des frères par la géographie, par l'histoire, par la religion. Mais nous, en tant qu'Algérie, on doit être un peu intelligent. Il faut qu'on soit pragmatique. Il faut mettre un peu de l'eau dans notre thé ou dans notre café, car ce projet-là est très important pour l'avenir économique et énergétique de l'Algérie. Donc, en aucune manière, je dis bien en aucune manière, nous ne devons alimenter cette crise entre Alger et Niamey. J'ai bien dit en aucune manière. C'est le citoyen algérien Rachid Nekaz, c'est le panafricain Rachid Nekaz qui vous le dit. En aucune manière, nous devons continuer à alimenter cette crise entre Alger et Niamey. Donc je propose au président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, et à son ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, de tout faire pour atténuer le différend qu'il y a entre Alger et Niamey au nom des intérêts supérieurs de l'Algérie et des pays du Sahel. Je dis bien au nom des intérêts supérieurs de l'Algérie et du pays du Sahel pour que ce projet-là aboutisse. Car si nous continuons cette incertitude, ce conflit entre Alger et Niamey, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Ben, vous allez voir que ce projet ne va pas voir le jour entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Et qui est content aujourd'hui et est en train de faire la fête? C'est notre voisin de l'Ouest qui va mettre en avant des relations apaisées entre le Nigeria et les autres partenaires de l'océan Atlantique pour mettre en avant son projet qui économiquement n'est pas viable, mais qui politiquement est beaucoup plus stable. Parce que le Nigeria, il va dire quoi? Quand il voit que l'Algérie
ne s'entend pas avec le Niger, mais il va dire, mais moi je refuse de traiter avec deux pays qui ne sont même pas capables de s'entendre. Je ne veux pas mettre $1 dans un projet qui coûte 13 milliards de dollars et qui engage le Nigeria pour 30 milliards de mètres cubes par an de livraison de son gaz vers l'Europe, avec deux pays qui sont incapables de s'entendre. Mais c'est du bon sens, ça. Le Nigeria, vous verrez, si nous continuons cette brouille avec le Niger, va dire, on arrête tout, on arrête l'accord qu'on a signé le 11 février 2025 à Alger, et il est capable de dire, moi je vais signer avec les 13 pays d'Afrique de l'Ouest pour que mon gaz passe par la côte atlantique, le Maroc et ensuite l'Europe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, j'ai lancé un message au président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune, et à notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, et là je m'adresse au peuple algérien. Il faut réfléchir un peu. Il faut mettre de côté notre ego. Il faut penser aux intérêts supérieurs de l'Algérie. Regardez ce qui s'est passé depuis le 31 juillet 2024. Suite à la reconnaissance unilatérale de la France, par la France, de la marocanité du Sahara occidental. Nous avons rappelé notre ambassadeur, et 7 mois et demi après, on fait comme si s'est rien passé, on reçoit le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, on ne remet pas du tout sur la table la question de pourquoi la France a reconnu la marocanité du Sahara occidental, et les choses reprennent un cours presque normal. Ah non, avec tous mes respects, on ne joue pas avec un pays comme on pourrait jouer avec une balle. Non, un pays, c'est quelque chose de sérieux. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie a des principes qu'elle doit défendre. L'Algérie a des intérêts supérieurs. On ne se laisse pas comme ça malmener par un pays comme la France, même si c'est une puissance atomique, même si elle a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, il faut défendre nos positions et surtout défendre nos intérêts. Et j'ai déjà dit au président Abdelmajid Tebboune que les personnes qui étaient en charge du Sahara occidental, en charge du dossier français et en charge de la Sonatrach sont des incompétents et sont des médiocres et qu'il fallait les remplacer. Et maintenant, je rajoute, ceux qui gèrent nos relations avec les pays du Sahel sont des incompétents et des médiocres. Quand on voit l'importance de ce gazoduc qu'il faut absolument mettre en place entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie, et qu'on voit qu'à cause d'un petit drone de rien du tout, on met en péril un projet aussi important, excusez-moi, il y a un problème de maturité diplomatique, de maturité politique. Regardez les efforts que fait le ministre algérien de l'énergie pour essayer de sauver ce projet. Encore une fois, je viens de vous dire qu'il a été signé il y a 2 mois. Et tout d'un coup, au bout de 2 mois, à cause d'un petit drone, il est saboté ce projet. Mais évidemment que le Maroc va être content. Évidemment, il va être content. À cause de qui? À cause du fait que nous réagissons avec émotion. On peut réagir avec fermeté, avec Bamako. Mais faut pas réagir avec fermeté avec Niamey. Voyons, pensons à nos intérêts. Il faut être intelligent quand même. Vous savez, il y a des moments où je me dis, mais comment ça se fait que dans les années 70, est-ce que vous savez que dans les années 70, l'Algérie avait réuni l'ensemble des pays africains, et à cette époque-là, écoutez-moi bien, 43 pays africains avaient reconnu donc le Polisario comme représentant officiel de la République sahraouie. Est-ce que vous imaginez 43 pays? Comment se fait-il qu'en 50 ans, c'est une chute vertigineuse de notre diplomatie? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va se réveiller et dire ça suffit? Ça suffit les dégâts. Ça suffit les dégâts. Vous savez, quand nous avons une diplomatie qui, par certains côtés réussit, mais par d'autres côtés échoue lamentablement. Mais il faut changer les hommes, voyons. Il faut changer les hommes qui ont été nommés par l'ancien régime. Feu Abdelaziz Bouteflika, vous voyez bien que c'est un échec. C'est un échec au niveau de la Sonatrach, c'est un échec au niveau de la diplomatie, c'est un échec au niveau des relations avec l'Europe. Regardez, nous avons signé en 2005 un accord d'association avec l'Europe qui nous fait perdre chaque année 2 milliards de dollars.
C'est-à-dire plus de 30 milliards ont été perdus. Et vous avez bien vu les efforts de notre président Abdelmajid Tebboune pour renégocier ce contrat d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est long. L'Europe ne va pas céder facilement. Donc nous avons des personnes au sein de la Sonatrach, au sein de la diplomatie algérienne, qui ne défendent pas les intérêts de l'Algérie. En quelle langue dois-je vous le dire? Et c'est pour ça que nous avons des problèmes. Donc voilà mon message que je voulais adresser aujourd'hui. Oui, nous avons un problème avec Bamako qu'il faut régler avec responsabilité, avec fermeté, mais en aucune manière nous devons avoir la même attitude avec le Niger, car nous avons des intérêts stratégiques ultra importants. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.